Lundi 22 avril 2019, merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce journal. Après la démission de Soumaïlou Boubèye Maïga dans la nuit du jeudi 18 avril dernier, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a dévoilé le nom du nouveau Premier ministre ce lundi 22 avril 2019. Il s'agit de Dr Boubou Cissé, précédemment ministre de l'Économie et des Finances, qui prend désormais la tête de la primature en vue de former un nouveau gouvernement. Suivons ce commentaire signé Amadou Diarra. Suite à la démission du Premier ministre et du gouvernement, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition pour discuter d'une part de la situation sociopolitique du pays et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture. Au cours de ces échanges, le président Ibrahim Boubacar Keïta a insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de mettre le Mali au-dessus de tout et les a exhortés à l'accompagner dans le processus de reconstruction du Mali. Le président de la République a aussi constaté auprès de ses interlocuteurs une grande capacité d'écoute et une grande disponibilité à fédérer leur synergie pour le développement de notre pays et le bonheur de nos populations. Ainsi, le chef de l'État a décidé de nommer Dr Boubou Cissé aux fonctions de Premier ministre. Le président de la République a chargé Dr Boubou Cissé de former une nouvelle équipe gouvernementale dans l'esprit des conclusions de ces consultations avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Voilà donc un communiqué officiel de la présidence signé par son secrétaire général à Koulouba ce lundi 22 avril 2019. Le Centre international de conférences de Bamako a abrité ce samedi 20 avril la cérémonie d'ouverture du 3e congrès du Conseil islamique du Mali. La cérémonie était présidée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en présence d'autres personnalités. Reportage Tata Touré, Seydou Niaré. C'est par la lecture du Saint-Coran que s'ouvrent les travaux du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali sous le signe de la réconciliation et la paix. Pour la circonstance, une multitude de fidèles parmi lesquels les délégués venus des différentes localités du pays ont pris d'assaut le Centre international de conférences de Bamako. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous avons voulu placer ce congrès sous le signe de la réconciliation et de la paix, qui constituent aujourd'hui des grands défis auxquels nous sommes confrontés, que nous avons certainement le moyen de relever. Nous avons le moyen de relever ce défi, le défi de la réconciliation, le défi de la paix. Le peuple malien a suffisamment de ressources, d'énergie, pour pouvoir relever ce défi. Et Inch'Allah, ce défi sera relevé. Inch'Allah. Vous savez, le Haut Conseil islamique, c'est l'instance suprême des associations islamiques au Mali, qui a été créée en 2002. Donc chaque 5 ans, on doit renouveler le bureau. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour renouveler le bureau national du Haut Conseil islamique. Le programme, on est très honoré par la présence du président de la République, Dieu merci, et tous les invités aussi sont présents, et Inch'Allah, ça va se passer très bien. L'appel, c'est qu'il faut savoir que le Haut Conseil, c'est l'interface entre le pouvoir public et les musulmans. C'est une création de pouvoir public, donc c'est un outil du gouvernement pour travailler entre les musulmans. Donc ça n'a pas de connotation autre, ni académique, ni quoi que ce soit. Il faut savoir faire l'interface entre la communauté musulmane et nos autorités. La communauté musulmane du Mali attend de ce congrès un bureau compétent à la hauteur des défis de la nation qui veillera au renforcement de la cohésion sociale afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité dont nous aspirons tous. Nous sommes très heureux ce matin d'assister donc à ce congrès du Haut Conseil islamique. Nous avons écouté des messages très sages du président du Haut Conseil sortant. Nous avons écouté des propos rassurants de son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et comme l'a dit l'imam de Bamako, le Mali a la chance aujourd'hui. Le nouveau Haut Conseil islamique du Mali
que Dieu nous apporte, que Dieu nous donne la chance d'avoir un bon président, donc qui va créer une union et l'entente entre les filles et les fils du pays et entre les musulmans. Prenant la parole, le président de la République a invité l'opposition malienne pour une concertation sur les questions d'intérêt national afin d'adopter une posture d'ouverture en poursuivant le dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation pour sortir le pays de l'ornière. Vous le savez, depuis hier, toute la journée, j'ai reçu mes frères de la majorité. En vous quittant, je m'emploierai à recevoir tous mes frères de l'opposition, Car le Mali est le Mali de tous les fils et fils. Ce n'est pas le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali est le Mali de tous ses enfants. Ibrahim Boubacar Keïta, son cadet Ismaïla Cissé, ses cadets, Tcheblin Dramé et les autres, tous, je les appelle et ils viendront pour qu'ensemble nous joignions nos mains. S'adressant à l'ensemble des populations du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, l'imam de la grande mosquée de Bamako, ainsi que le représentant des familles fondatrices de Bamako ont tous appelé les fils et filles du pays à la culture du pardon et à la tolérance afin d'œuvrer à l'union pour le retour du vivre ensemble harmonieux, l'unité nationale et la cohésion sociale, tant de valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé le Mali. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Place maintenant à la cérémonie de clôture du congrès du Haut Conseil islamique du Mali qui a eu lieu ce dimanche 21 avril au Centre international de conférences de Bamako. Il a permis la mise en place du bureau exécutif national composé de 59 membres. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du culte, toujours avec Tata Touré et Seydou Niaré. C'est avec la lecture du Saint-Coran que commencent les travaux de clôture de ce 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Ouvert le 20 avril au Centre international de conférences de Bamako et se sont poursuivis jusqu'au 21 avril sous le thème « Réconciliation pour la paix ». Les délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako, en plus du bureau exécutif national, ont mis à profit cette rencontre de haut niveau de la communauté musulmane pour mettre en place un nouveau bureau du comité exécutif national et celui du comité de contrôle national. Ça en est suivi la remise officielle du mandat. Et écoutez, ça a été l'organisation d'un très bon congrès. Et nous avions la responsabilité de la commission d'organisation. Des bénédictions ont été formulées, Dieu les a exaucées. Nous disions merci au Tout-Puissant Allah. Ce congrès s'est passé dans des conditions très calmes. Il n'y a pas eu d'affrontement à quelque niveau que ce soit. Il n'y a pas eu de tiraillement. Donc vraiment, nous remercions le Tout-Puissant Allah. Nous avons eu des organes qui ont été mis en place sur la base d'un consensus que tout le monde a accepté. C'est vraiment l'unité des musulmans qui se confirme à travers la tenue de ce congrès. Dire merci au Tout-Puissant Allah et de dire merci à tous les congressistes. Merci beaucoup. Le guide spirituel des Ansar est désormais le nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali. Il a été porté à la tête de cette organisation à l'issue du 3e congrès ordinaire. Il s'est dit conscient des grands défis de développement qui attendent son équipe, avant d'inviter l'ensemble de la population, plus particulièrement les leaders religieux, à œuvrer pour la paix afin de rehausser l'islam authentique. Les participants n'ont pas manqué de formuler de bénédictions pour le bureau entrant, tout en l'exhortant au travail, car l'islam ne se limite pas aux actes d'adoration. Il consiste à travailler dans le sens de développement économique pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils ont aussi salué la réussite des travaux de ce congrès. C'est l'occasion de vous transmettre les remerciements sincères et les félicitations de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la bonne tenue de vos travaux, dans la sérénité, la tranquillité et la quiétude. Toutes choses qui nous rassurent que nos leaders religieux sont animés par des valeurs fondées sur le sens élevé de la responsabilité, de la maturité, de la piété et surtout l'amour de la nation. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, distingués invités,
Il convient de noter que les résultats de ce congrès sont très encourageants et feront l'objet d'une attention particulière des plus hautes autorités qui ne ménageront aucun effort. Le Haut Conseil islamique du Mali est une association apolitique à but non lucratif qui se fixe entre autres objectifs la diffusion de l'islam comme religion de paix et tolérance, l'amélioration du comportement moral et spirituel du fidèle musulman. Écoutons à présent les impressions des leaders religieux recueillis lors de la cérémonie de clôture du 3e congrès du Haut Conseil islamique du Mali. Ils sont au micro de Tata Touré et Seydou Niaré. C'est une impression de satisfaction. Le 3e congrès est bien tenu et ça vient de prendre fin. Non, d'abord, je félicite le président rentrant et je lui souhaite vraiment un mandat de succès, que ça soit couronné de succès. Et je lui félicite pertinemment et que l'ensemble, j'appelle tout le monde, tous les religieux, de se donner la main d'un foi pur et d'accompagner le président pour qu'il réussisse vraiment son mandat. En tant que président national de contrôle, j'interpelle aussi tous les contrôleurs, toutes les commissions de contrôle à travers le pays de se mettre au travail pour effectivement accompagner le bureau rentrant afin de réussir sa mission. Très satisfait, très content. Parce que ça vaut une semaine, on a déclaré que tous les leaders religieux du Mali, toute la communauté musulmane du Mali est unie derrière la candidature de Chérif Ousmane Adara. Les gens n'ont pas compris. C'était comme un rêve la semaine passée. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qu'on a vue ici. Tous les leaders religieux du Mali, toutes les grandes associations islamiques du Mali, que ce soit l'AMIPI, l'Imama, INAFEM, Ligue des prédicateurs du Mali, les Tijani, les Kadriers, la jeunesse musulmane du Mali, tout est uni derrière la candidature de Chérif Ousmane Adara. C'est eux qui ont demandé d'être les candidats et on a souhaité, et on a vu aujourd'hui que la majorité, 100%, ont voté pour Chérif Ousmane Adara pour être le président du Haut Conseil islamique du Mali. Ce n'est pas pour d'autres choses, c'est pour réconcilier les cœurs et les esprits de tous les Maliens et uniquement, plus précisément, les leaders religieux du Mali. On est très content, le nouveau bureau a été mis sur place, dont Chérif Ousmane Adara est nommé le président du Haut Conseil islamique du Mali avec 59 bureaux pour diriger 5 ans la destinée de la communauté musulmane du Mali par rapport entre les musulmans et l'État et les restes de la communauté. Donc c'est une chance pour le Mali, c'est une nouvelle ère par rapport à l'idéologie, par rapport à l'ouverture d'esprit entre les musulmans. On prie que ça soit quelque chose pour la stabilité du Mali, pour que les musulmans puissent avoir le bonheur et puis ça peut augmenter la fraternité entre les musulmans au Mali. Voilà. Les leaders religieux au Mali sont les symboles et sont les chauffeurs du train de la paix et de la stabilité du pays. Car Allah subhanahu wa ta'ala a confié une grande responsabilité aux leaders religieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on se retrouve sur cette terre, dans le même pays et dans la même patrie. On doit se donner la main pour mieux construire le pays. Donc je ne peux que me réjouir non seulement de cet esprit qui a soufflé, mais aussi des discours qui ont été tenus ici. Tous ceux qui les intervenants ont montré comment ils ménageaient toutes les sensibilités religieuses musulmanes, tant de ce qu'on appellerait les sunnis que les wahhabiyas, mais aussi les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Nous apprécions énormément cet esprit et cet élan. Le Conseil islamique nous invite à participer donc à ce congrès, ça nous a fait plaisir. Et notre joie est grande de voir que les musulmans du Mali, quelles que soient justement les différentes branches auxquelles ils appartiennent, c'est normal, même dans le christianisme, il en est ainsi. Je pense que l'important, quand les 5 doigts de la main, c'est ça aussi la réalité, c'est ça qui constitue la main. Mais il faut toujours qu'il y ait une cohésion justement
entre les différents doigts de la main. Si ça existe, je pense qu'on a la paix. Et car aujourd'hui, le Mali a besoin de cette cohésion. Nous souhaitons donc à la nouvelle équipe, comme Sirif l'a souligné, de s'efforcer de renforcer cette cohésion. L'association du groupe Famille Diarisso a célébré son 5e anniversaire ce dimanche 21 avril 2019. Placé sous le haut parrainage de l'honorable Ouma Mariko, l'événement s'est déroulé au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Abdul Karim Sako, Moussa Traoré nous en disent plus. Restons unis car rien ne vaut la famille. C'est sous ce slogan que les différentes familles membres de l'association du groupe Famille Diarisso se sont retrouvées pour célébrer ce 5e anniversaire parrainé par l'honorable Oumar Mariko. Pour l'occasion, les familles Diarisso vivant au Mali comme celles de la diaspora ont tous convergé vers le palais de la culture de Bamako pour renforcer les liens familiaux, ciment de notre société riche en valeurs ancestrales. Une famille dispersée qui voulait se réunir dans une seule famille, tout en créant une petite case dans laquelle tout le monde peut se retrouver dedans. Une case, ce n'est pas pour sa taille, mais pour nous obliger à se réunir. C'est pourquoi nous plaçons dans une petite case et une petite case. Si c'était une grande case, là, chacun peut se disperser. Mais construire une petite case dans laquelle tout le monde peut se regrouper et puis nous allons se mettre en l'aise, se maîtriser dans cette petite case-là. C'est ça que nous mettons dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas une ethnie. Quand tu dis ethnie, c'est la diversion. Nous sommes une famille dans laquelle tout le monde peut se retrouver dedans. Une famille dans laquelle chacun peut se comporter comme un membre de la famille. Nous ne voulons pas avoir quelqu'un dispersé, nous voulons réunir tout le monde dans une grande famille qui est la famille Diarisso. Interrogé sur l'importance d'un tel regroupement familial, le parrain dont le nom de famille fait partie de cet ensemble dira que cela prouve qu'au Mali, il n'y a jamais eu de conflit interethnique et que ces retrouvailles familiales permettent effectivement de couper court aux ennemis de la cohésion sociale. Mais nous ne connaissons pas les conflits intercommunautaires et je vous dis encore une fois, je refuse de parler de conflits intercommunautaires en République du Mali. Mais il y a une marche forcenée des agendas obscurs de certains Maliens et des puissances étrangères comme la France à vouloir créer coûte que coûte, vaille que vaille, un conflit intercommunautaire en République du Mali. Il n'y en a pas pour l'instant et je pense que de telles retrouvailles permettent justement à chacun de comprendre que l'un vient de l'autre et que l'autre n'ira pas sans l'un. Alors donc ça permet de nous ressourcer pour justement empêcher que ceux qui sont en train de faire une marche forcenée pour nous amener dans des conflits intercommunautaires échouent alors lamentablement. S'il y avait un conflit intercommunautaire, il y a tellement de peurs qui se promènent dans la nature, il y a tellement de dogons qui se promènent dans la nature. Et il ne faut pas qu'on oublie, on a essayé à un moment donné de créer des valeurs mythiques et mystiques au Tamashek. Les Tamashek, les hommes bleus du désert, etc. Et chaque fois quand l'impérialisme a envie de disloquer une communauté, de disloquer un pays, il faut qu'on arrive à dire que telle ethnie, telle communauté vaut mieux que celle-là, elle est plus intelligente, elle est plus ceci et cela, pour créer des complexes psychologiques et arriver à la déstabilisation. C'est pour dire simplement, faire comprendre qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de conflit intercommunautaire au République du Mali. A noter que l'association du groupe Famille Diarisso est un ensemble des familles Diarisso, Mariko, Bamba, Kanté et Tambassi. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, commenté par Marietou Diallo. Au Soudan, alors que la population poursuit son sitting entamé le 6 avril devant le siège de l'armée à Khartoum, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, a donné sa première interview télévisée. Il a réaffirmé avoir l'intention de donner le pouvoir au peuple et a promis que les militaires répondraient aux demandes de la population dans la semaine. Le chef du conseil militaire a également annoncé une saisie d'argent réalisée au domicile d'Omar el-Béchir, destitué le 11 avril. Dès samedi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, prétendument tournée dans la résidence de l'ex-chef de l'État. On y voit véritablement des piles et des piles de liasses de billets. Dimanche, le chef du conseil militaire l'a donc confirmé.
Des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité ont trouvé au domicile d'Omar El-Béchir 7 millions d'euros, 350 000 $ et 5 milliards de livres soudanaises. En tout, cela fait plus de 1000 millions d'euros. Près de 3 semaines après le début de l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli, les défenseurs tiennent le choc. Les combattants partisans du gouvernement d'union nationale se sont rassemblés sous l'opération Volcan de la colère. Mais cette unité sémantique ne doit pas cacher l'aspect hétéroclite de ces hommes qui se battent sous les couleurs de leur brigade locale. À ce jeu, la ville de Misra est une nouvelle fois la mieux organisée avec ses milices, mais aussi sa logistique, notamment médicale. Depuis vendredi, le centre de cardiologie de la ville de Tajoura a pris des accents misratis. Des centaines de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale marocaine à Rabat pour réclamer la libération des détenus du Irak, mouvement de protestation ayant secoué la région du Rift en 2016-2017, après la confirmation de leur peine allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Baptisée la marche du peuple marocain Stop à l'injustice politique, cette manifestation a été organisée à l'appel des familles de détenus et plusieurs organisations politiques et de défense des droits humains. Nous appelons à la fin des arrestations politiques et à la libération de tous les détenus des mouvements sociaux et à répondre à leurs revendications légitimes, a déclaré à l'AFP Boubacar Al-Jawari, un militant. La Cour d'appel de Casablanca a confirmé début avril les peines de 42 membres du Irak accusés de visées séparatistes par le pouvoir. En Égypte, les bureaux de vote ont ouvert samedi matin pour un référendum sur une révision de la Constitution. La réforme doit permettre au président Abdel Fattah al-Sisi de pouvoir prolonger sa présidence jusqu'en 2030. Samedi 20 avril a débuté en Égypte le référendum qui pourrait permettre au président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir depuis 2014 d'y rester jusqu'en 2030. Le scrutin, qui porte sur une révision constitutionnelle, sera ouvert jusqu'à lundi soir et devrait donner sans surprise la victoire au président égyptien. 8 explosions se sont produites dimanche dans des églises et des hôtels du Sri Lanka, tuant 290 personnes et blessant 500 autres, notamment parmi les fidèles qui assistaient à la messe de Pâques. Aucun groupe n'a encore revendiqué ces attaques. Commentaire Marietou Diallo. Le gouvernement sri-lankais a décrété un nouveau couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi. Il prendra effet à 20h locales lundi soir et sera en place jusqu'à 4h locales mardi matin. Selon les services d'information du gouvernement, les autorités avaient déjà décrété un premier couvre-feu qui a été levé à 6h locales lundi matin. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué ces attaques coordonnées en lien avec lesquelles les autorités ont arrêté 24 personnes. En annonçant l'arrestation d'un premier groupe de 8 suspects, le Premier ministre a déclaré à la télévision « Jusqu'ici, les noms que nous avons sont locaux, mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels liens avec l'étranger ». Suite à la levée du couvre-feu à 6h locales, la vie semblait reprendre un cours normal. Des gens se rendaient au bureau en voiture ou à moto, des tuk-tuk sillonnaient les rues. Le nombre exact d'étrangers tués est difficile à déterminer. Autour de 37 sont morts, sur lesquels 11 ont été identifiés. Certains des corps sont mutilés et il est compliqué de les identifier, a déclaré à l'AFP un responsable des affaires étrangères. Des Indiens, Portugais, Turcs, Britanniques et Américains figurent notamment parmi les nationalités tuées. Du sport avant de refermer ce journal, les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets qui se joue présentement en Tanzanie sont connus depuis hier. Il s'agit du Cameroun, du Nigeria, de l'Angola et de la Guinée. Ces pays ont eu leur ticket de qualification à l'issue des rencontres de la 3e journée des phases de groupe. Suivons ce commentaire de Boubacar Traoré. Dans la quête du ticket pour la qualification en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17, la Guinée a fait le travail 1-0 aux dépens du Maroc. Quant au Sénégal, qui avant le coup d'envoi avait sa qualification entre les mains, a fait un match nul 0 but partout face au Cameroun et ne fera pas ainsi partie du dernier carré.
Ce match entre le Cameroun et le Sénégal a été une succession d'occasions ratées de part et d'autre. Mais finalement, le match a pris fin sur le score nul et vierge de 0 buts partout. Quant au groupe A, toutes les 4 équipes pouvaient se qualifier pour les demi-finales. D'abord, le match Angola-Tanzanie a été palpitant car on a assisté au festival de buts. Les Angolais ont gagné sur le score de 4 buts à 2. D'ailleurs, c'est l'équipe de Tanzanie qui avait ouvert le score à la 12e minute par Omari Djouman. 5 minutes plus tard, à la suite d'un corner, les Angolais établissent la parité par Telson Toumé. C'est dans la même dynamique que les Angolais ont marqué le 2e but à la 40e minute suite à un penalty transformé par Osvaldo Kapemba. À la fin de la première période, Agri Ngoda permet aux Tanzaniens de garder encore espoir 2 buts partout. À la 68e minute, en deuxième période, l'attaquant David Nzanza reprend de la cuisse un centre d'Osvaldo Kapemba pour reprendre de nouveau l'avantage 3 buts à 2. Enfin, à la 85e minute, Osvaldo Kapemba bat le portier tanzanien d'un plat du pied pour le 4e but de la partie. Score final 4 buts à 2 pour l'Angola. Dans l'autre rencontre du groupe, le Nigeria, qui a été mené au score par l'Ouganda, s'est repris 1 but partout en patron de la poule avec 7 points. Les demi-finales sont prévues ce mercredi 24 avril 2019 en première ère. Nigeria jouera contre la Guinée. Aussitôt après, le Cameroun croisera le fer face à l'Angola. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Bonne suite des programmes et à demain, Inch'Allah.